peut-être qu'il ne sera pas dans le registre de la manipulation. Oui, mais là, quand vous dites le séducteur, en fait, si l'objectif est d'atteindre ce que je souhaite moi, on n'est plus dans le parler vrai, on n'est plus dans la séduction gentille comme vous la présentez. En fait, on est dans une sorte de manipulation. La séduction, c'est forcément de la manipulation. Eh bien, il n'y a pas de séduction gentille et de séduction méchante. Il y a la séduction qui est une manipulation. Alors moi, je voulais rebondir sur votre question. Donc après, moi, je fais le constat de notre divergence, et c'est tant mieux. Donc on n'a pas la même... je voulais juste surtout faire le lien entre la manipulation de manière générale et ce qu'on appelle aussi, là, j'introduis une nouvelle distinction, l'influence et la manipulation. Alors là, c'est aussi, quand on commence à expliquer ces choses-là, l'influence et la manipulation, tout ça, c'est pareil. C'est pas pareil. Dans une relation, alors là, je me remets dans le contexte professionnel. Donc, dans un contexte professionnel, je travaille avec des gens, je cherche à les manipuler pour atteindre mes objectifs et surtout, je dois cultiver le flou, la précision, etc. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'ils fassent ce que je souhaite qu'ils fassent et qu'ils ne sachent pas exactement ce que je vise derrière. Ça, c'est la manipulation pure. L'influence, c'est lorsque je vais voir quelqu'un, je lui dis, je vais avoir besoin de toi, je vais certainement te demander de t'impliquer dans telle ou telle mission, dans telle ou telle tâche, donc je suis très clair avec toi. Et par contre, je voudrais savoir ce que toi, tu peux attendre de moi, ce que je peux t'apporter, etc., pour que tu acceptes de t'engager avec moi dans cette aventure dans laquelle je voudrais m'engager avec toi. La différence, vous l'avez comprise, c'est il y en a un qui dit quelles sont ses intentions et qui va associer l'autre, ne serait-ce qu'en informant de ce qu'il veut faire, et le deuxième, c'est-à-dire le manipulateur pur, c'est quelqu'un qui a toujours cet art de cultiver l'imprécision et le flou. Voilà. Donc il y avait la question de... Il y a aussi monsieur qui souhaitait poser une question. Oui, ça marche, oui, ça vient. Bon, je voudrais savoir si vous étiez d'accord avec cette définition de l'affirmation de soi, en ce sens qu'il y a, je distingue deux approches de sa signification. L'affirmation avec un A majuscule qui serait une dynamique ininterrompue, et l'affirmation avec un A minuscule qui serait des moments ponctuels. Des moments ponctuels, par exemple, refuser de signer une pétition à un individu hirsute qui veut vous faire signer une pétition sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. C'est s'affirmer, ça aussi. Par ailleurs, dans l'affirmation de soi, il y a des sociétés dites initiatiques ou qui se veulent initiatiques qui ont tout cela pour but. Et est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi dans l'affirmation de soi, dans ces sociétés, il y a nécessité, et ça fait partie des traditions, nécessité de changer de nom. Et il y a une rupture dans l'appellation de l'individu. Est-ce que, d'ailleurs, certaines sociétés, tout le monde porte le même nom, et dans d'autres, chacun a un nom différent. Oui, le fait de porter des noms différents, ou le même nom, est-ce que déjà on peut trouver une forme d'affirmation collective ou d'affirmation individuelle? Oui. Alors, il y a plusieurs questions. On peut peut-être commencer par répondre à la première question qui avait été posée. Un tableau familial grave. Oui, grave. Lorsqu'on est dévalorisé par des parents, par une famille, lorsque nos actes nous ont valu que des critiques, ou même, pourquoi pas, des punitions, comment faire face? Alors c'est vrai qu'on risque de porter longtemps cette espèce d'héritage qui est douloureux. Le moyen d'y faire face, c'est d'essayer de voir quelles sont honnêtement nos qualités, pas de se référer à ce que le grand frère, le père, la mère
l'institution a pu nous dire. Quelles sont nos qualités? Essayez de les voir en face sans se dire je commets là un péché si je me dis finalement je ne suis pas bête, je suis même d'une intelligence tout à fait acceptable, ce n'est pas un péché. On fait le constat. On fait le constat avec la même décontraction que si on constate qu'on mesure plus d'1,80 m ou qu'on pèse un certain poids. C'est aussi d'essayer de comprendre quelle a été l'intention des parents en se comportant comme ça. Peut-être une attente très forte, trop forte. Prenons le père, qui est terriblement exigeant pour ses enfants. Il veut qu'ils soient les meilleurs. Alors il s'est comporté comme dans ces films, vous savez, de guerre, où on voit des sergents de marine qui entraînent les soldats et qui les discutent à chaque fois qu'ils font un parcours du combattant. Il leur crie littéralement sous le nez: tu es un nul, tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien, tu es un minable, bouge-toi, espèce de minable. Le but de ces sergents, j'en ai connu un comme ça, qu'on surnommait Moustache Kaki, parce qu'il avait de très grosses moustaches, et il nous répétait à peu près ce discours quand on faisait le parcours du combattant. Ce n'était pas un mauvais homme. Sur le moment, bien sûr, je l'aurais volontiers mis à la place des cibles sur lesquelles on tirait pour s'entraîner. Mais en fait, ce n'était pas un mauvais homme. Il se disait que par ce moyen, il allait nous entraîner, nous durcir, enlever chez nous cette espèce de couche trop sensible. Il me disait: tu as la peau trop fragile, bleue, tu as le lard trop faible. Il faut que tu t'endurcisses. Alors, je repartais, je faisais du ramping et je passais sous les barbelés, ce qu'un certain nombre de mes camarades ont pu faire en même temps, avec plus ou moins de succès. Mais ce n'était pas de la méchanceté. Ça a été pour nous peut-être le moyen de se dire, là, qu'est-ce que je peux retirer de bon de ces mauvais souvenirs? Il y a du bon à retirer. L'intention pouvait être positive. Chez le père qui était décrit, ou chez la mère qui était décrite, il y avait peut-être bien de l'amour, mais aussi le désir de forger le cœur et le corps, la volonté de l'enfant. Alors à l'inverse, dans le deuxième volet de la question, le parent trop permissif, trop protecteur, et là on retombe dans l'analyse transactionnelle, un parent très protecteur nous enlève une partie de notre libre arbitre. Et c'est vrai qu'on cherche à plaire aux parents, et dans la mesure où le parent approuve trop fréquemment, eh bien, on n'a plus d'esprit critique de nous-mêmes à nous adresser. On n'a plus notre faculté d'analyse. Ou alors, après, on essaye de la réveiller en se disant: ah non, il ne faut pas que je m'imagine que tout est trop parfait dans ce que j'ai réalisé. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Et ça peut jouer contre nous. Je crois que c'est ce qui était poursuivi dans la question. J'ai été enchanté de mon enfance, mais je me rends compte que finalement, je ne me suis pas assez souvent analysé pour savoir ce que je pouvais entreprendre pour m'améliorer. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu aux deux volets de la question. Et la question de monsieur était intéressante. Ma mémoire étant celle d'un poisson rouge, je n'ai peut-être pas tout retenu, mais il y a une notion intéressante. Celle des gens qui portent tous un nom différent, ou celle des gens qui portent le même nom. Il y a des tribus, je crois, où tout le monde porte le même nom, je crois que c'est ça. Et en fait, on a la même identité. C'est ce que vous vouliez dire? Pas du tout. J'ai rien compris. Dites-le-moi, j'ai rien compris. Affirmez-vous, les diables. Donc, redites-le-moi. Il y a des sociétés initiatiques où la démarche est individuelle, mais dans un cadre collectif. Et dans toute société initiative, du moins celle dont j'ai entendu parler, il y a changement d'identité pour marquer. Et ce changement d'identité, il y en a, tout le monde porte le même nom, on s'appelle tous par le même nom, et d'autres vont s'appeler par chacun choisit son nom. On va s'appeler D'accord, je crois que je commence à comprendre un peu mieux. Et là, je vais être lâche. Je vais botter en touche. Chez mon ami était là. Alors, moi j'ai envie de situer la question sur un terrain un petit peu différent, mais peut-être semblable, je me dirais, donc je passe sur votre réponse. Les anthropologues ont fait des choses tout à fait intéressantes sur ce qu'on appelle la distinction entre les sociétés dites individualistes et les sociétés dites holistes, avec un H, au nom du grec
c'est-à-dire dans une société holiste, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, elle était fondamentalement holiste, c'est-à-dire on appartenait à une lignée qui pouvait donner lieu à des tribus, à des confédérations de tribus, à des clans, etc. Donc c'était le mode d'existence, je dirais, naturel des sociétés humaines jusqu'à l'avènement de ce qu'on appelle la modernité. Alors, société holiste égale, quelque part, absence d'affirmation de soi, parce que l'individu entend justement quantité libre, qui dispose de son libre arbitre, qui peut définir elle-même sa propre vie, être maîtresse de son destin. Eh bien, cette conception moderne, elle n'existait pas. Parce que l'existence des personnes appartenant à un groupe, leur existence est fondamentalement liée à leur capacité à rester dans le groupe. S'ils sortent du groupe, ils ne sont plus rien. Parce qu'on ne peut pas changer j'appartiens à une tribu, je ne peux pas postuler pour aller, je dirais, faire partie d'une autre tribu qui a une autre généalogie que la mienne, qui porte peut-être un autre nom, etc. Forcément un autre nom. Donc, qui dit société holiste dit une affirmation de soi qui est quasiment inexistante, parce que c'est l'intérêt du groupe qui prime, c'est la cohésion du groupe qui prime, et je vais faire un parallèle pour qu'on soit dans quelque chose d'un peu plus compréhensible. Si vous lisez des romans du XVIe, XVIIe, voire jusqu'au XVIIIe siècle, on a tous vu des films qui se déroulent un petit peu dans ce contexte historique, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que on est à la campagne, en général, on a des familles dites élargies, c'est-à-dire des grands-parents, des parents, des enfants, etc. On vit sur un patrimoine foncier, sur une ferme, je sais pas quoi, une propriété. Et donc, architecturalement, il n'y a pas de chambre individuelle, donc on dort dans la même chambre, on partage le même repas, avec un peu de chance, peut-être qu'il y a 2 ou 3 vêtements qui sont partagés par l'ensemble des personnes qui habitent sous le même toit. Et votre destin est tracé parce que vous savez que vous êtes né sur ce local de terre et que votre rôle c'est d'assurer la succession, de poursuivre l'exploitation de cette terre que vous allez transmettre à vos enfants. Si vous voulez vous marier, en général c'est les parents qui vous disent le bon mariage ça sera avec telle famille parce que, etc., etc. Et donc, à partir de là, l'affirmation de soi ne fait pas sens parce qu'il n'y a que des groupes. Les individus au sens moderne du terme n'existent pas. Et là, je vais quand même réussir à placer mon Emmanuel Kant. Alors Kant, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous explique que, justement, c'est la naissance de l'individu, pas au sens biologique, parce que l'individu était né bien avant l'arrivée de Kant. Mais la naissance de l'individu en tant que catégorie, à la fois politique et juridique, voire morale, c'est une affaire qui va se jouer à partir du XVIe, XVIIe siècle. Et donc, c'est quoi cet individu moderne? C'est l'individu qui va se prendre en charge, qui va dire, c'est moi qui décide de ma vie. Peut-être que je n'ai pas envie de rester, d'être moi-même propriétaire de bien et continuer à travailler la terre. Moi, j'ai envie d'immigrer et d'aller en ville. J'ai envie de faire des études. J'ai envie de changer de nom. J'ai envie de me marier avec une personne qui... je suis bourguignon, je veux me marier avec une auvergnate. Ça ne se faisait pas. Alors, comment je le fais? Parce que j'ai réussi à séduire une auvergnate et puis elle a accepté. Donc je sors justement du groupe, j'affiche ma liberté en tant qu'individu, et puis je gère mon destin comme je l'entends. À partir de là, donc vous avez compris que l'acte fondateur de l'affirmation de soi, c'est la sortie du groupe d'appartenance auquel je suis rattaché biologiquement, etc. etc. Donc, alors je ne sais pas si j'ai réussi à croiser un peu la question qui a été posée, mais il est vrai que globalement, si on distingue un peu ces 2 types de sociétés, c'est pour ça qu'on est un peu frappé quand on voyage, et puis parfois même en France, on peut rencontrer des personnes,
discutez avec eux, ils vous disent, avec elles, ils vous disent ah ben moi je ne peux rien décider si je n'ai pas l'avis de qui de mes parents, de mon oncle, de ma tante, etc. Donc, t'es un grand garçon. Oui, oui, je suis un grand garçon, mais si je ne prends pas la décision avec l'accord d'eux, je serai ni un index, et si je sors du groupe, eh bien, je ne peux plus revenir au groupe. Donc, l'affirmation de soi n'est pas, je dirais, un phénomène ahistorique, il a une histoire qui se rattache à ce qu'on appelle la naissance de la modernité, qui se manifeste par un certain nombre d'innovations. Parmi ces innovations, ce qu'on appelle la naissance de l'individu en tant que catégorie sociale, politique et juridique. Juridique important parce que le droit des individus, c'est quelque chose de récent. Les individus n'avaient pas beaucoup de droits. Pourquoi? Parce qu'il y avait des institutions qui contrôlaient pratiquement tout. C'était ou l'État, ou l'Église, ou les deux réunis. Alors quand ils arrivaient à fusionner tous les deux, il n'y avait plus pratiquement de droits individuels, il n'y a que les droits que voulaient bien accorder ces deux institutions, l'État d'un côté, l'Église de l'autre. Oui, je repensais, je suis tout à fait d'accord avec Abdella, je repensais à ce que disait monsieur. C'est vrai que pas mal de gens éprouvent le besoin de changer de nom ou à tout le moins de prénom. Et en changeant de prénom, ils arrivent à une autre dimension de leur personnalité et peut-être par là qu'ils s'affirment. Je m'appelle Pierre, peut-être m'affirmerais-je plus si je me faisais appeler Simon, ou Mohamed, ou Yannick. Peut-être que pour moi, il y a une vibration dans le prénom qui m'amènerait peut-être à éprouver réellement ce qu'est cette fameuse affirmation. Et je repense aussi à ce que l'on disait autrefois en France. En France, il y a des Bretons, il y a des Normands, il y a des Basques, il y a des Bourguignons, comme tu disais, ou des Auvergnats, mais ils avaient coutume de dire à l'étranger, nous sommes Français. Mais en France, je suis Bourguignon, je suis Corse, je suis Breton, etc. Et c'est vrai. C'est vrai que les Bretons ont un phénomène identitaire très fort. Et que d'une manière collective, cette fois, le fait de se référer à la Bretagne, leur donne véritablement un appui, leur donne une assise. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer nombre de Bretons qui vibraient réellement à cette notion de Bretagne. Le fait aussi de parler un peu le breton, qui n'est pas un patois, comme vous savez, mais bien une véritable langue très ancienne. Très ancienne. J'ai vraiment ressenti ça, une fierté d'appartenance qui profite à l'affirmation. J'ai un peu dérapé sur ce que tu disais. Encore 3 réactions. Alors, 3 observations par rapport à ce qui a été dit, ce que j'ai écouté et entendu. Notamment là, sur l'affirmation de soi. Pour moi, l'affirmation de soi est en premier lieu un équilibre subtil, comme le triangle équilatéral entre 3 identités. L'identité individuelle, l'identité sociale et l'identité culturelle. On s'aperçoit souvent... culturelle. Souvent, on s'aperçoit que dans ce triangle, il est souvent déformé et au détriment de l'identité individuelle ou l'inverse, trop de l'identité individuelle va développer un narcissisme, etc. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, j'ai aimé beaucoup ce que vous avez dit, je suis de votre côté à ce niveau-là, ce que j'appelle sur les buts avoués et non avoués, dans les manipulations. Je ne vais pas relater ma vie personnelle ou tous les groupes que j'ai pu faire, mais les manipulations, notamment lorsqu'on attaque la manipulation perverse, surtout dans la perversité narcissique, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que rien n'est avoué, rien n'est dit. Le pervers ne se présente pas, ne se connaît pas, ne veut pas le dire. Et lorsqu'on est, que ce soit dans une séduction, dans une manipulation, qu'on présente, j'ai aimé ce que vous avez dit, vous deux, lorsqu'on va dire sur un objectif, comment tu le vois, et par contre je te demande ça, et qu'est-ce que tu en penses, mais tu vas devoir le faire, c'est plus déjà pour moi de la manipulation, c'est quelque chose qui est empathique, qui est réel. Alors là, je viens de prononcer un mot qui est très important pour moi, dans l'empathie. Et c'est là que je voudrais amener quelque chose aussi de personnel. Je pense que j'en ai assez de gens d'entendre, j'exprime mon ressenti, je te dis, je te jette à la face ce que je pense. Bon. Ça c'est bien, c'est une affirmation de soi, certes, mais j'aimerais, dans le monde actuel qui est quand même merveilleux, parce qu'on est là, ici, on échange de belles choses, je pense que Pierre Desproges disait qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde et pas à n'importe quel moment. Je pense qu'une des qualités à travailler, je vais continuer moi-même à travailler, etc., c'est de tenir compte de l'autre
qu'est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent faire 5 heures de transport